Bonjour à tous, bienvenue sur cette dernière session du webinaire donc sur la gamme de compresseurs Danfoss avec un focus sur les fluides frigorigènes A2L. Notre objectif aujourd'hui est toujours de vous fournir des outils et des informations utiles à votre quotidien. Je suis Julie et Davy sera votre présentateur aujourd'hui. Nous sommes en direct, chacun chez soi. Nous utilisons actuellement l'audio, donc vous devez m'entendre, ainsi que le visio. Vous avez normalement sur votre écran une présentation PDF. Votre micro est par défaut coupé. Donc, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions qui normalement se trouve sur la droite de votre écran. Vous pouvez saisir votre question par écrit et nous y répondrons soit au courant de la présentation, soit à la fin lors de la session d'échange, questions-réponses. Si jamais on n'avait pas le temps d'y répondre aujourd'hui parce que la formation durait ou parce que, il y avait trop de questions, ne vous inquiétez pas, vos questions sont enregistrées. Donc la question est enregistrée avec votre nom et votre adresse email, donc on vous répondrait, a posteriori, directement sur votre boîte email. Pour information complémentaire, ce webinaire est enregistré, donc à la fin de cette session, on vous enverra, le support de présentation qui vous est présenté ainsi que l'enregistrement audio si vous souhaitez, le réécouter. Voilà pour les informations, pratiques et je laisse, la parole à Davy qui va débuter sa formation. Merci beaucoup Julie pour cette introduction. Donc aujourd'hui, un focus sur la gamme des compresseurs Danfoss, tout particulièrement donc les compresseurs qui ont été qualifiés avec des alternatives A2L. Donc on va démarrer on va démarrer cette présentation par un cadre législatif autour de ces fluides frigorigènes. Donc il existe un objectif commun qui est donc la réduction des émissions de CO2 à travers le monde. Donc j'utilise mon pointeur, à la fois donc les émissions de CO2 de type direct et les émissions de CO2 de type indirect. Donc sur les émissions de CO2 de type direct, donc on pourra agir sur la propriété des fluides frigorigènes en question, sur l'étanchéité de ces systèmes frigorifiques, de ces équipements frigorifiques, pardon, et sur la récupération du fluide frigorigène lors des différentes interventions. Et puis pour les émissions de CO2 de type indirect, donc l'idée c'est plutôt d'améliorer l'efficacité saisonnière des différents équipements afin qu'ils consomment moins d'énergie. Donc pour ce faire, donc pour à la fois réduire donc les émissions de type direct et les émissions de type indirect, donc il y a des réglementations sur les performances énergétiques des équipements qui sont mises en place, donc notamment en Europe au travers de l'éco-design, et donc des réglementations sur les fluides frigorigènes qui sont utilisés, qui sont mises en place dans le but de contraindre l'industrie à utiliser des fluides frigorigènes qui présenterait des valeurs de GWP de plus en plus faibles. Donc l'évolution des fluides frigorigènes ces dernières années a fait que dans un premier temps, donc on a cherché à recourir à des fluides frigorigènes avec un ODP donc nul. Donc ça, c'était par le biais du protocole de Montréal signé à la fin des années 80. Donc l'ODP, donc c'est un acronyme anglais pour Ozone Depleting Potential. On parle parfois en français de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone. Néanmoins, on vient quand même très souvent retrouver cet acronyme d'ODP. Donc l'ODP dans un premier temps avec le protocole donc de Montréal à la fin des années 80, et puis donc plus récemment donc l'amendement Kigali, donc entré en vigueur au 1er janvier 2019 et qui avait été signé fin d'année 2016. Et donc là, cet amendement-là avait pour but donc de recourir à des fluides frigorigènes avec des GWP plus faibles. Donc GWP, pareil, acronyme anglais de Global Warming Potential. On parle parfois donc en français de potentiel de réchauffement climatique ou de potentiel de réchauffement global. Néanmoins, également en français, on vient très souvent retrouver cet acronyme de GWP.
Donc en Europe, donc suite à la signature donc du protocole de Montréal et de l'amendement de Kigali, donc il y a eu des objectifs chiffrés qui ont été mis en place avec notamment donc d'ici à 2030 un objectif qui a été chiffré pour réduire les ventes de 80% des fluides frigorigènes HFC. Donc cet objectif de 80% a été décidé sur la base des ventes de fluides frigorigènes en 2014. Et donc l'idée, c'est que en 16 ans, on puisse réduire drastiquement donc l'utilisation de ces fluides frigorigènes. Donc on voit ici le chiffre de moins 79% d'ici 2030, d'ici 2021, donc l'année prochaine, moins 55%, et 2024, moins 69%. Donc l'idée, c'est d'y aller par palier, mais l'objectif final est bien mentionné ici, moins 79%. Principaux fluides frigorigènes mis en place, donc du coup actuellement et puis potentiellement demain avec des valeurs de GWP plus faibles. Ici on est sur une slide relativement riche, donc on va la détailler petit à petit. Donc sur l'axe des ordonnées, donc on a les différentes valeurs donc de GWP, donc Global Warming Potential. Donc sur l'axe des ordonnées ici sur la gauche, l'axe des les valeurs des GWP, et sur l'axe des abscisses ici la densité de ces différents fluides frigorigènes. Ce que l'on peut voir ici donc d'entrée de jeu, donc c'est qu'il y a une ligne oblique rouge donc qui vient donc barrer ce graphique, qui vient séparer ce graphique en deux zones. Cette oblique rouge correspond donc à notre seuil de flammabilité. Donc si on souhaite caricaturer, donc au-dessus de cette ligne rouge, on n'est pas sur des fluides qui sont dits inflammables, et en dessous, on est sur des fluides frigorigènes qui sont dits inflammables. Donc si on revient sur cette oblique, donc on voit que plus faible est la densité du fluide frigorigène et plus le seuil de flammabilité sera bas. On va s'attarder quelques instants sur la légende. Donc la légende qui vient donc représenter les différents fluides frigorigènes. On va commencer par la partie basse. Donc ceux qui sont entourés d'un petit cercle rouge correspondent aux fluides frigorigènes, donc aux options qui sont déjà disponibles sur le marché. Et il y a une petite exception ici avec le R466A, donc qui est encerclé d'un cercle gris, donc qui n'est pas encore disponible sur le marché. Donc c'est un fluide qui avait beaucoup fait parler de lui l'année passée, comme étant donc une solution miracle, puisque il est donc sous cette ligne de flammabilité ici, et pour autant on reste sur un fluide de la catégorie A1. Quelques mois plus tard, c'est un fluide qui reste toujours un point d'interrogation dans la mesure où les compressoristes ne l'ont pour l'instant pas qualifié, et dans la mesure où il n'est pas pour l'instant disponible sur le marché. Donc on était sur cette différenciation entre le cercle rouge et le cercle gris, et puis ensuite on voit ici donc la couleur de fond de ces différents fluides frigorigènes. Globalement, donc les fluides frigorigènes sur fond gris sont des fluides qui rentrent dans la catégorie A1. Les fluides frigorigènes sur fond jaune rentrent dans la catégorie A2L, et les fluides frigorigènes sur fond rouge rentrent dans la catégorie A3. Donc voilà, donc si on repasse ici, donc on était sur la présentation du graphique. Si on s'intéresse maintenant aux fluides frigorigènes par densité, donc ce qu'on voit ici à chaque fois, donc on a donc un fluide frigorigène ici qui est le R410A, qui est dit de référence, donc c'est la solution actuelle. R410A qui présente un GWP de 2088, donc le GWP ici, donc qui correspond donc à notre axe des ordonnées, est exprimé en kilogrammes d'équivalent CO2 par kilogramme de fluide frigorigène. Donc, plus cette valeur est élevée,
et plus ce fluide frigorigène présente un potentiel de CO2, si on veut, important. Donc pour chaque fluide frigorigène, ici, on voit qu'il existe différentes alternatives, donc qu'elles soient de type A2L ou de type A3, mais donc alternatives qui présentent des GWP plus faibles que les fluides frigorigènes qui sont actuellement utilisés. Hop, donc on était sur la vision globale sur la diapo précédente. Maintenant, on va donc un petit peu parler de la vision d'Anfos sur ces fluides frigorigènes. Donc cette vision est divisée en trois parties, avec une première partie donc qui concerne donc plutôt les systèmes qui utilisent actuellement un fluide frigorigène du type R404A. Donc avec un GWP très élevé, donc de 3900. Et à chaque fois, donc on va présenter différentes alternatives, donc qui sont dites plutôt moyen terme. Donc pour l'Europe, c'est même maintenant, si on veut, avec des alternatives donc au R404A qui sont le R452A, R448A et R449A, qui permettent donc de rester dans la catégorie A1, et des alternatives de type A2L que sont le R454C et R455A. Et donc ça, c'est pour les alternatives ici appelées moyen terme, mais qui correspondent pour l'Europe à des alternatives plutôt actuelles, donc pour aujourd'hui et pour demain. Et on a donc des alternatives plutôt long terme pour ce type d'application-là. On a donc sur la deuxième ligne, on a cette même représentation qui est effectuée donc pour le R410A comme étant le fluide actuel. La solution donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'à moyen terme que peuvent constituer donc le R32, le R452B et le R454B. On est sur 3 fluides frigorigènes de type A2L ici, et des solutions ici plus long terme avec des fluides frigorigènes tels que le R1234ZE ou le R400 ou le R515B par exemple. Et une dernière ligne ici donc qui correspond à des alternatives à des fluides actuels tels que le R134A et le R407C, donc avec une alternative moyen terme qui constitue le R513A, et une alternative plus long terme qui pourrait être le ZE ou le R515B. Donc on va revenir sur la vue d'ensemble ici de l'Europe, donc en termes de réglementation et de taxation de ces fluides frigorigènes. Donc ce que j'évoquais ici tout à l'heure avec la F-gas, donc qui avait pris pour référence donc l'année 2014, donc qui constitue ici la base 100, et donc l'idée c'est d'arriver d'ici 2030 à une réduction de 79% de nos consommations de HFC. Donc ça c'est valable pour l'Europe avec donc des objectifs graduels, et mais qui ont pour objectif final d'atteindre cette réduction de moins 79%. Donc la mise en place de fluides frigorigènes alternatifs donc s'accompagnera de règles, mais aussi d'interdiction d'utilisation de certains fluides frigorigènes. S'accompagnera aussi de schémas de taxation des fluides frigorigènes de type HFC, schémas de taxation qui seront différents et qui seront propres à chaque pays. La France et le Danemark, par exemple, ont fait le choix de taxer sur le GWP des installations neuves, alors que l'Espagne et la Norvège vont simplement taxer lors des compléments de fluides frigorigènes sur les différentes installations. Pour revenir sur le cas de la France, donc du coup il y a une taxe sur les HFC9 qui serait mise en place, ou qui sera mise en place plutôt, à partir du 1er janvier 2021, donc le 1er janvier prochain. Donc l'idée c'est que cette taxe soit dans un premier temps donc de 15 € par tonne d'équivalent CO2, et qu'on ait donc une augmentation de cette taxe. Actuellement, on parle d'une taxe qui en 2025 serait
à 30 € par tonne d'équivalent CO2. Donc on viendrait doubler donc le montant de cette taxe entre 2021 et puis 2025. Donc j'évoquais donc 15 € par tonne d'équivalent CO2. Si on prend l'exemple du R410A, donc qui a un GWP donc de 2088 kg d'équivalent CO2 par kilogramme de fluide frigorigène, ça veut dire que qu'en 2021, eh bien, chaque kilogramme de R410A sera taxé à hauteur de 31 € et que donc d'ici 2025, cette valeur-là sera donc doublée, donc 62 € de taxe par kilogramme de R410A. Donc ça veut dire que pour le poste fluide frigorigène d'une installation donnée, on aura un coût directement imputable au fluide frigorigène et un coût secondaire qui sera imputable à une taxe sur ces fluides frigorigènes HFC. Et puis bien sûr, donc au niveau normatif, donc en Europe, il y aura la mise en place de normes pour ces fluides frigorigènes alternatifs, puisque bien souvent, on passera d'un fluide frigorigène de type A1 à un fluide frigorigène de type A2L. Donc là, c'était une petite introduction un petit peu sur le cadre législatif autour de ces fluides frigorigènes. On va maintenant rentrer un petit peu plus en détail dans l'offre d'Enphos. Donc l'offre d'Enphos est constituée de compresseurs à piston de type MTZ, NTZ et VTZ et de compresseurs scroll. Donc ici, on voit donc les compresseurs à piston et les compresseurs scroll, les différents modèles disponibles sur ces différentes gammes de compresseurs. Et on voit ici en partie basse toute une liste de fluides frigorigènes. Donc les fluides frigorigènes en noir correspondent aux fluides frigorigènes que l'on pourrait qualifier d'historiques, et les fluides frigorigènes en rouge correspondent aux fluides frigorigènes récemment qualifiés ou en cours de développement. Donc ce sont toutes ces gammes de compresseurs et tous ces fluides frigorigènes que l'on va donc évoquer dans les slides à venir. Donc cette présentation sera séparée en deux, avec d'un côté donc les compresseurs plus dédiés au froid commercial et de l'autre les compresseurs dédiés à la climatisation de confort. On va commencer par le froid commercial. Donc le froid commercial, donc le fluide frigorigène principalement utilisé jusqu'à présent, donc c'était le R404A, mais qui présente donc l'inconvénient d'avoir un GWP élevé, donc 3920 kg d'équivalent CO2 par kilogramme de fluide frigorigène. Donc pour ce faire, des fluides frigorigènes alternatifs ont été qualifiés pour essayer de s'affranchir d'utiliser ce fluide frigorigène. Donc on a d'un côté le R448A et le R449A, donc qui présentent un GWP très intéressant, puisque quasiment divisé par 3 en comparaison du R404A. Un des points de vigilance néanmoins de ces deux fluides-là, donc R448A et R449A, ce sera donc la température de refoulement, qui peut être qui est jusqu'à 20 degrés plus élevé en comparaison du R404A. Donc il faudra bien vérifier que la température de refoulement reste à des valeurs correctes, même si on vient utiliser ces fluides tels que le R448A et le R449A. Le R452A donc ne présente pas ce léger désagrément autour de la température de refoulement. Donc ça peut être plus intéressant pour remplacer plus facilement du R404A par du R452A. Néanmoins, le GWP donc est certes très inférieur à la valeur que présente le R404A, mais cette fois-ci, on vient donc diviser notre GWP par 2 et non plus par 3.
Donc j'évoquais la température de refoulement qui constitue donc un point de vigilance dès lors que l'on fonctionne avec des alternatives telles que le R448 et le R449A, est représentée sur cette slide donc une enveloppe de fonctionnement d'un compresseur avec en axe des ordonnées donc la température de condensation et en axe des abscisses la température d'évaporation. Et le point de vigilance que j'évoquais avec l'utilisation du R448A ou du R449A, ce sera dès lors que l'on viendra fonctionner avec des températures d'évaporation relativement basses couplées à des températures de condensation élevées. Donc ce sera sur cette zone ici donc matérialisée par cet ovale rouge, donc où il faudra avoir cette vigilance particulière sur ces deux fluides que sont le R448A et le R449A. Si on s'intéresse maintenant donc aux gammes de compresseurs disponibles pour le froid commercial, donc on aura deux gammes de compresseurs à piston, donc les MTZ et les NTZ, et deux gammes de compresseurs scroll, MLZ et LLZ. Donc on va commencer par les compresseurs à piston, MTZ et NTZ. Donc MTZ pour moyenne température, donc M pour médium, et le N donc c'est pour basse température, donc donc c'est plutôt pour du négatif. Donc on aura médium température avec les MTZ, donc 16 modèles en 1 cylindre, 2 cylindres et 4 cylindres. Et donc la gamme N, donc NTZ, elle se décline sur 7 modèles. Si on revient sur la gamme MTZ, donc elle est qualifiée pour fonctionner avec des fluides tels que le R134A et R404A, donc plutôt les fluides historiques, et des fluides alternatifs tels que le R513A, le R452A, 48A et 49A, donc ces trois fluides que l'on a évoqués précédemment. Et la gamme NTZ, donc qui se décline, elle, en 7 modèles, est qualifiée pour fonctionner avec des fluides alternatifs tels que le R452A, le R448A et le R449A. Est représentée ici une enveloppe de compresseurs aussi, donc toujours cette même logique de représentation avec en axe des ordonnées la température de condensation, en axe des abscisses la température d'évaporation. Donc la partie délimitée en bleu correspond à l'enveloppe de fonctionnement donc des MTZ, donc plutôt moyenne température, et les NTZ du coup sont représentés par l'enveloppe rouge avec des températures d'évaporation qui peuvent descendre très en dessous en comparaison des compresseurs MTZ. Une note importante ici sur cette slide, donc il existe donc un logiciel Danfoss, donc Cool Selector 2, qui permet donc de vérifier rapidement à la fois les performances des différents compresseurs, donc qu'ils soient de type MTZ, de type NTZ ou tout autre compresseur. Mais vous avez aussi accès à l'enveloppe de fonctionnement de ce compresseur au travers de ce logiciel-là. Ces compresseurs peuvent être mis en place dans différents types d'applications, donc sont représentés sur cette slide-là, donc des applications du type chambre froide, vitrine réfrigérée ou machine à glace, donc tout un panel d'applications pour ces compresseurs-là. On était sur les compresseurs à piston, on va passer désormais aux compresseurs scroll, donc qui se déclinent avec la gamme MLZ et la gamme LLZ. Donc, même logique que précédemment, une gamme MLZ plutôt moyenne température et une gamme LLZ plutôt basse température. Compresseur scroll donc, qui se décline pour la gamme MLZ en 12 modèles, donc de la taille 15 à la taille 76, avec des alternatives qualifiées telles que, un petit peu comme pour les pistons, tels que le R448A, le R449A, le R452A et le R513A. La gamme LLZ, elle, se décline en 5 modèles, donc de la taille 13 à la taille 34,
Et les alternatives qualifiées à plus bas GWP sont des fluides tels que le R448A, le R449A et le R452A. Et mentionné ici entre ces deux gammes de compresseurs scroll froid commercial vitesse fixe, on voit donc la gamme VLZ, donc qui est une gamme vitesse variable de petits compresseurs qualifiés pour des alternatives telles que le R448A et le R449A. Donc, comme précédemment, donc des enveloppes de fonctionnement caractérisent la plage d'opération de ces compresseurs-là. Donc, sont représentés ici l'enveloppe de fonctionnement des MLZ d'un côté fonctionnant au R448A, R449A et de l'autre fonctionnant au R452A. Ça, ce sont différentes enveloppes que vous pouvez retrouver dans les guides d'application de ces compresseurs, mais aussi au travers de notre logiciel Cool Selector 2. Donc même logique ici pour les compresseurs scroll basse température, donc les LLZ que j'évoquais précédemment, à la différence près qu'il existe une version de LLZ sans injection, donc sur la partie droite, avec une enveloppe un petit peu réduite ici, alors que l'injection de liquide permet de fonctionner avec une enveloppe étendue. Donc, on a ces deux possibilités pour ces compresseurs scroll basse température que sont les compresseurs scroll LLZ. Un petit aparté donc concernant le remplacement du R134A par le R513A. Donc ça, c'était valable pour les compresseurs MTZ pour la gamme piston et les compresseurs MLZ pour la gamme scroll. On va commencer ici par la gamme scroll. Hier, donc les compresseurs MLZ et les compresseurs SEZ étaient donc disponibles pour fonctionner au R134A. On voit ici donc qu'il y avait un chevauchement entre les gammes MLZ, entre la partie haute de la gamme MLZ et la partie basse de la gamme SEZ. La qualification de ces compresseurs au R513A a fait qu'il y a eu un effort de rationalisation qui a été effectué dans la mesure où on n'a plus aujourd'hui ce chevauchement. Donc on a une gamme MLZ qui va de la taille 15 à la taille 76 et pour les plus fortes puissances, on basculera sur la taille SZ 147, donc de la taille SZ 147 à SZ 185. Puis pour les plus grosses puissances, SY 240 à SY 380. Donc ces compresseurs qualifiés donc sur fond rouge ici au R513A peuvent également fonctionner au R134A. Donc ça c'était la vision pour la gamme scroll et pour la gamme piston. Donc on avait une gamme hier qualifiée pour fonctionner au R134A. On a cette même gamme qui est aujourd'hui qualifiée au R513A. Donc le même commentaire ici. Donc ces compresseurs qualifiés pour fonctionner au R513A peuvent également fonctionner au R134A. Et représenté ici donc l'enveloppe de fonctionnement d'un compresseur MLZ au R513A. Donc on en a déjà vu précédemment, donc je ne vais peut-être pas m'apesantir trop sur cette slide-là. Ce qu'il est important de mentionner ici, donc c'est que la plage de fonctionnement du R513A donc est très similaire à celle du R134A. Pour le R513A, il faudra être encore plus vigilant donc de ne pas dépasser donc la température d'évaporation maxi donc de 15 degrés, valeur qui était déjà présente pour le R134A. Parce que ce que l'on s'aperçoit, c'est que la qualité de notre huile, enfin de l'huile présente dans les compresseurs décroît rapidement dès lors que l'on fonctionne à des températures qui seraient supérieures. Donc dès lors que l'on va au-delà de notre enveloppe de fonctionnement, à savoir au-delà d'une température d'évaporation de 15 degrés, il y a des problèmes de lubrification qui peuvent se poser.
Autre point ici, donc comme mentionné précédemment, donc on n'a plus de chevauchement entre les gammes MLZ et les gammes SZ. Donc de ce fait, les SZ compris entre les tailles 84 et 120 ne sont pas qualifiés au R513A. Pour ce faire, il faudra pour ces gammes de puissance-là plutôt, il faudra opter pour les compresseurs MLZ compris entre les tailles 45 et 76. On était sur le froid commercial. On va à présent passer à la climatisation de confort. Donc avec des compresseurs scroll à vitesse fixe avec IDV, donc que sont les compresseurs DSH et les compresseurs DSF. Donc il existe, donc sont représentées ici les gammes de compresseurs disponibles, les gammes de compresseurs climatisation de confort scroll disponibles et qualifiés par Danfoss. Donc le fluide frigorigène de référence jusqu'à présent, c'était le R410A, donc qui présente un GWP de 2100, disons, kg d'équivalent CO2 par kg de R410A. Et donc l'idée, c'est qu'on a qualifié donc différentes alternatives avec des GWP plus faibles. Donc on a donc d'un côté un compresseur qui peut fonctionner à la fois avec du R410A, du R452B ou du R454B. Donc deux alternatives A2L présentant des GWP très inférieurs à cette référence que constitue le R410A. Et donc de l'autre côté, on a un compresseur qui a été qualifié pour fonctionner avec le fluide frigorigène qui est le R32. Donc on va voir un petit peu ce que ça veut dire. Donc il y a deux, en gros pour les intégrateurs de compresseurs, il y a deux options possibles. Donc il y a un compresseur qui est multi-fluide frigorigène, donc c'est-à-dire qualifié à la fois avec du R410A, du R452B et du R454B. Et de l'autre côté, il y a un compresseur qui est monofluide frigorigène, qui est uniquement qualifié pour fonctionner au R32, sans nécessité d'avoir recours à de l'injection, malgré le fait que le R32 présente une température de refoulement qui est plus élevée. En termes de tonnage, donc entre 7,5 et 40 tonnes, ici il faut dire 40 et non pas 44, pour la gamme DSH. Et sur la gamme DSF, on est sur des compresseurs entre 11 et puis 44 tonnes de capacité frigorifique. On va voir un petit peu ce que ça signifie sur la slide suivante en termes de décomposition de ces gammes. Donc sur fond bleu ici sont représentés les compresseurs multi-réfrigérants, donc qualifiés pour fonctionner à la fois au R410A, au R452B et au R454B. Et en rouge, donc les compresseurs qualifiés pour fonctionner au R32. Donc on a une gamme ici, si on commence par les DSH, donc entre 7,5 et 15 tonnes, donc c'est la gamme médium qui peut fonctionner avec les trois fluides frigorigènes mentionnés précédemment. Et la gamme large ici, donc entre 20 et puis 40 tonnes, qui peut fonctionner avec ces fluides frigorigènes-là. Donc ça, c'était valable jusqu'à présent, donc au R410A, R452B, R454B. Et on a donc en parallèle donc cette gamme DSF donc qui est qualifiée pour fonctionner au R32. Donc on voit que la gamme large ici, donc entre 22 et 44 tonnes, est d'ores et déjà qualifiée pour fonctionner au R32. On a donc les compresseurs entre 11 et 17 tonnes qui sont depuis qualifiés aussi pour fonctionner au R32. Et on a les plus petits compresseurs de cette gamme DSF, donc les compresseurs entre 7,5 et 10 tonnes, qui seront qualifiés d'ici le mois d'octobre 2020 pour pouvoir également fonctionner avec ces compresseurs-là. Je reviens une nouvelle fois sur Cool Selector 2 parce que du coup, donc chaque fois qu'un compresseur est qualifié pour pouvoir fonctionner avec tel ou tel fluide frigorigène, donc c'est à partir de ce moment-là qu'il est visible dans ce logiciel.
Et c'est à partir de ce moment-là que les différentes performances peuvent être vues au travers de ce logiciel-là. Donc j'ai parlé DSH, j'ai parlé DSF, j'ai évoqué au tout début donc qu'ils étaient composés d'une IDV. Donc IDV, c'est l'acronyme anglais de Intermediate Discharge Valve, et en gros c'est un clapet intermédiaire, donc qui permet d'augmenter l'efficacité énergétique de ces compresseurs-là. On va s'attarder ici sur la représentation du rendement isentropique en bas à droite de la slide. Donc on a en axe des ordonnées donc le rendement isentropique du compresseur, en axe des abscisses donc le ratio de pression de ce compresseur-là. Donc la représentation en rouge correspond à un compresseur avec IDV. La représentation en grise correspond à un compresseur sans IDV. Ce qu'on voit, c'est que pour les taux de compression importants, on n'a pas forcément d'amélioration de ce rendement isentropique, ce qui est logique puisque sur ces ratios de compression élevés, donc ce clapet intermédiaire que l'on appelle IDV est donc fermé. Mais sur des taux de compression qui sont plutôt faibles, donc on a une amélioration conséquente de notre rendement isentropique due à l'ouverture de ces clapets de refoulement, et qui nous permet de pas comprimer notre fluide frigorigène jusqu'à la dernière poche de compression, et donc de ce fait de moins consommer d'énergie. Donc l'IDV, caractéristique présente donc sur les compresseurs DSH et DSF. Donc je vous ai un petit peu ici présenté l'impact sur l'efficacité du compresseur que ça peut apporter. Et donc en fait l'idée de cette IDV, c'est de pouvoir augmenter le rendement saisonnier des différentes applications intégrant ces compresseurs-là. On a vu en tout début de présentation que l'augmentation des rendements saisonniers permettait donc de réduire les émissions indirectes de CO2. Et donc c'était un des axes proposés par Danfoss. Donc si on vient ici, donc on était sur le compresseur seul, maintenant on va se polariser sur le système dans son entier. Si on vient ici donc regarder ce graphique en haut à gauche, donc qui vient représenter donc l'évolution du coefficient de performance ici en ordonnée, et l'évolution de la température de condensation en abscisse. Donc on voit que pour cette représentation là, on a fixé notre température d'évaporation à 4 degrés. Et donc on a trois compresseurs ici distincts, donc un compresseur bleu, enfin une représentation bleue, pardon, qui correspond à un compresseur Danfoss avec IDV, et deux autres compresseurs de la concurrence qui ne possèdent pas d'IDV. On voit que sur des taux de compression élevés, donc c'est-à-dire sur des températures de condensation élevées, on n'a pas de différenciation de performance entre un compresseur avec IDV ou sans IDV, et cette différence se fera donc sur des températures de condensation faibles, donc représentées par des taux de compression faibles. Il faut savoir que le calcul d'efficacité saisonnière est très peu impacté par ces points ici à pleine puissance, mais c'est vraiment les points à charge partielle qui ont une pondération importante dans la valeur de ce rendement saisonnier. Donc cette représentation ici en haut à gauche donc était avec une température d'évaporation qu'on avait fixée à 4 degrés. On a le même exercice qui a été fait ici en bas à droite avec une température d'évaporation cette fois fixée à 15 degrés. Donc on a cette même logique que quand notre température de condensation est élevée, donc on est sur un fonctionnement en pleine charge, on est sur un fonctionnement avec un taux de compression élevé, on n'a pas de différence particulière entre un compresseur avec IDV, donc une nouvelle fois représenté en bleu ici pour la solution Danfoss, en comparaison des compresseurs de la concurrence.
mais cette démarcation donc s'effectuera sur les points à charge partielle avec des taux de compression plus bas. Donc ce sont ces points-là qui sont très, très importants pour le calcul d'efficacité saisonnière. Donc on parle parfois de SEER, donc de SEER pour caractériser l'efficacité en froid de ces compresseurs-là, sur un mode froid de ces systèmes-là, pardon, ou de SCOP pour un fonctionnement sur un mode chauffage. Je reviens ici sur la gamme DSF 32 puisque donc c'est une gamme qualifiée au R32, ce qui était mentionné préalablement entre donc le plus petit compresseur de 7,5 tonnes et le plus gros qui allait jusqu'à 44 tonnes. Ça c'était vrai pour des compresseurs montés seuls. Ce que l'on voit sur cette slide là, c'est que eh bien l'utilisation de compresseurs, qu'ils soient seuls ou jusqu'à des trios, donc permet de moduler entre une puissance de 33 et de 340 kW. Donc ça c'est donc listé ici l'ensemble des combinaisons en cours de qualification ou déjà qualifiées par Danfoss pour pouvoir utiliser donc ces compresseurs DSF avec du fluide frigorigène R32. Donc DSH, DSF, on était sur des compresseurs à vitesse fixe. On a aussi donc des compresseurs à vitesse variable, donc présentant ce clapet intermédiaire, à savoir l'IDV. Donc on parle de compresseur VZH, donc qui est divisé en trois familles. Donc on a une famille de petits compresseurs, donc VZH 28, 35, 44, d'une gamme moyenne puissance avec les VZH 52 et 65, et une gamme à plus forte puissance avec les VZH 88, 117 et 170. Au jour d'aujourd'hui, donc ces compresseurs-là sont uniquement qualifiés pour fonctionner au R410A. Mais l'idée, c'est que eh bien, d'ici la fin 2020, début 2021, on arrive avec une solution qui pourra fonctionner et qui sera donc qualifiée pour fonctionner avec le R454B. Donc, pour rappel, le R454B, donc GWP de 460 en comparaison du GWP de 2100 pour le R410A. Donc, pas encore qualifié sur les compresseurs vitesse variable, mais voilà, ça va ensuite venir très bientôt, comme pour les compresseurs scroll vitesse fixe. Donc c'était tout pour les compresseurs, qualifiés donc pour fonctionner avec des fluides frigorigènes A2L. Quelques éléments complémentaires ici. Donc ici, on était vraiment polarisé sur les compresseurs, sur les fluides frigorigènes qui sont qualifiés pour fonctionner avec les différents compresseurs qu'on a évoqués. Bien entendu, c'est aussi valable pour l'ensemble des composants Danfoss. Il faut uniquement utiliser donc les composants qui ont été qualifiés pour fonctionner avec tout type d'alternatives, qu'elles soient de type A2L ou de type A3. Donc il existe tout un tas de ressources documentaires et de formations donc, qui sont disponibles en ligne. Donc il y a de e-learning qui est disponible sur le site d'Anfos, donc en tapant donc learning.danfoss.fr. Vous avez accès donc à 25 modules en français et à bien d'autres modules donc en anglais. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je reviens donc une dernière fois sur notre logiciel Cool Selector 2. Donc il existe donc une version disponible en ligne, donc que vous pouvez consulter directement via Internet, ou aussi donc une version que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Cool Selector 2, donc c'est un logiciel vivant, donc qui est mis à jour tous les mois afin de tenir compte des différentes qualifications qui sont réalisées sur les différents produits. Donc c'est un logiciel relativement complet pour avoir accès aux différentes performances, aux différents codes produits. Donc c'est quelque chose de très riche.
Et puis donc aujourd'hui, donc c'était un webinar sur la gamme de compresseurs d'Enphos. Sachez qu'il y a d'autres webinars qui ont été aussi réalisés. Donc voilà, donc il y avait toute une offre de webinars qui était disponible, donc pas simplement lié au compresseur, mais aussi à tout autre composant d'Enphos. Donc c'est ici ma dernière slide. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous les avez dès maintenant. Si vous avez d'autres questions a posteriori ou des questions un petit peu plus complètes que vous souhaitez poser, n'hésitez pas à les faire suivre à l'adresse qui s'affiche ici, cscfrance@danfoss.com, et on essaiera d'y répondre du mieux possible. Merci Davy. Voilà pour moi, je reste sur Euh, cette slide. Oui, merci Davy. Alors, en effet, on n'a pas de questions pour l'instant dans la boîte à questions. Comme vous l'a expliqué Davy, si jamais elles ne vous viennent pas sur le moment, n'hésitez pas à utiliser l'adresse cscfrance@danfoss.com ou par retour de mail, puisque je vous ferai parvenir donc cette présentation ainsi que l'enregistrement. Et concernant les autres sessions de formation qui ont été faites durant cette période un petit peu compliquée où certains d'entre nous étaient à la maison. Tous les liens des enregistrements et les supports de formation sont sur notre site internet danfoss.fr. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page webinar de notre site internet. Vous trouverez, même s'il n'y a plus les sessions forcément en direct, vous trouverez tous les supports et ça vous permettra donc de vous informer et dans tous les cas de nous poser des questions par la suite si vous en avez. Alors pendant ce temps-là, je vois qu'il n'y a pas de questions dans la boîte à questions. C'est que c'était clair, c'est que cette dernière session était encore plus précise que les autres. Je ne sais pas, Davy, si tu souhaites ajouter autre chose avant qu'on vous remercie pour votre présence. Non, questions complémentaires, voilà, qui peuvent être reliées même a posteriori. Et puis n'hésitez pas à aller télécharger Cool Selector 2 ou aller sur notre page web. Il y a beaucoup d'infos pertinentes. Eh ben, super, merci Davy, merci à tous pour votre participation. On espère avoir répondu à toutes vos interrogations et vous avoir donné des clés pour votre quotidien. On espère en effet vous voir très bientôt, que ce soit en réel ou via nos sites ou nos formations. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. À très bientôt à tous. Au revoir.